Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Dragon Mag. La trêve internationale est enfin terminée et le sprint final de la saison de Metz Handball va pouvoir enfin commencer, la plus importante, puisque c'est celle qui délivre les titres. Vous êtes bien dans Dragon Mag et notre invitée du jour est Laura Canor. Salut Laura. Salut. Pas trop longue cette trêve justement internationale pour celles et ceux qui restent à Metz? Non, ça va, ça nous permet de travailler un peu individuellement. Du coup, pour nous, c'est que du positif. Avec peut-être des exercices un petit peu plus ludiques que d'ordinaire, même si avec Manu, le mot ludique n'existe sans doute pas. C'est juste aujourd'hui qu'on a eu un peu de jeu autre que le handball, du coup on était contente. À tes côtés, Rémi Alézine. Salut mon Rémi. Salut à tous. Le grand chelem cette semaine, deux Graouli, un Dragon Mag, parfait. Ouais, j'espère que des victoires, donc tout va bien. En face, Mathieu Anquinet et Thomas Lavaux. Salut messieurs. Salut Arnaud, salut à tous. Bonjour tout le monde. Thomas, la forme aussi? Très bien. Et bien on commence immédiatement cette émission, on va revenir sur l'actualité, c'est la première mi-temps. Elle a littéralement crevé l'écran au mois de mars et elle a logiquement, en tout cas on va poser la question, été élue meilleure joueuse de la Ligue Butagaz Énergie pour ce mois-là. C'est évidemment Atadou Sakho. Elle a remporté les suffrages avec 61% devant la Parisienne Janella Blombou et Nadia Offendal, la joueuse de Chambray. Laura, c'est logique finalement, parce que c'est vrai que Atadou, sur ce mois de mars, elle a été incroyable. On pense spontanément à ce match contre Brest à domicile, où elle a sorti un match titanesque. Je ne pense pas que ce soit que sur ce match-là. Je pense qu'Atadou, depuis le début de saison, elle fait de très bonnes performances. Je pense qu'elle est assez constante. Et c'est très bien qu'elle soit enfin récompensée pour tout ce qu'elle nous fait, parce que vraiment, je pense que le match contre Brest, elle nous a beaucoup aidés. Et elle a bien mérité. À l'entraînement, est-ce qu'elle est comme en match, c'est-à-dire à 200%, et c'est très difficile de la franchir, de lui marquer un but? Oui, Atadou, elle est toujours à fond, elle se donne toujours le max qu'elle peut, et surtout, elle aime beaucoup les petits challenges qu'on fait du spé, des petits tirs après. Elle est toujours en recherche de petites compétitions, et je pense que c'est ce qui fait la différence. Rémi, choix logique de la part des internautes qui ont voté pour elle? Ouais, moi je déteste profondément ces récompenses individuelles. On en a assez parlé, notamment avec la joueuse LFH de l'année passée, où tu n'as même pas une joueuse de Metz. Bon, bref, on ne va pas épiloguer là-dessus. On va parler d'Atadou, elle a pris l'ascenseur qui fait d'une joueuse sympa du championnat de France, qui vient à Metz Handball et qui devient une référence internationale. Valentini, c'est pareil. D'épuisée, elle est un petit peu sur le même chemin. Alors, ça a marché avec Béatrice Edwidge à l'époque, avec Pop Plazic. Metz Handball, c'est une machine à rendre une joueuse qui est déjà très forte aux portes des meilleurs clubs d'Europe. Bruna De Paula, c'est un petit peu pareil, c'est une très bonne joueuse, déjà en Coupe d'Europe avec Nantes, elle avait fait des très belles choses, mais c'est à Metz qu'elle devient une référence internationale. Alors ça n'a pas marché à chaque fois, Alice Lévesque, ça n'avait pas marché à l'époque, il y a d'autres joueuses comme ça, Marion Limal, ça n'avait pas forcément marché. Bon, mais voilà, Atadou Sakho, bon, moi j'ai pas attendu cette récompense individuelle pour m'apercevoir qu'elle était déterminante cette saison. Elle est meilleure que la saison dernière. La saison dernière, je dis qu'au Final Four, Metz Handball avait peut-être manqué aussi d'une gardienne qui avait su être décisive dans ces matchs-là. On a vu que Lunde avait été peut-être la principale arme du vainqueur de cette Ligue des Champions. Donc là, on a l'assurance que Metz Handball va pouvoir compter dans les matchs qui arrivent. On ne va pas parler du Final Four avant de jouer le quart de finale, mais en tout cas sur une gardienne qui a encore progressé, qui est devenue internationale française, ce qui n'est pas rien, et en plus une deuxième gardienne qui elle aussi, j'attendais pas Camille Despuisé aussi forte en début de saison, après son début de saison, mais elle aussi elle progresse sur une courbe qui ne cesse de croître, donc voilà, on peut se féliciter de ça à Metz Handball. Et c'est vrai que la saison prochaine, il y aura déjà deux profils peut-être similaires, c'est Lucie Granier et voilà. Jazz Chambertin qui peut-être le même destin, ouais, c'est un petit encore peu le même progressé. Schéma, ouais. Tout à fait. C'est vrai qu'au niveau du palmarès, tu parlais que l'an dernier, il n'y avait pas une joueuse messine. Cette saison, il n'y a que ça, messieurs. Je vais vous donner le palmarès. Septembre, Bruna De Paula. Octobre, Camille Despuisé. Janvier, Camille Despuisé. Février, Christina Jorgensen. Mars, Atadou Sakho. Il n'y a finalement que le mois de décembre. Et encore, c'est une ancienne joueuse de Metz Handball. C'est Manon Ouette avec Chambray. Qu'est-ce que ça t'inspire, Mathieu?
C'est presque gênant à un moment donné de truster la compétition comme ça. Tu gagnes tous les matchs en même temps. C'est ça, je l'ai déjà dit, ça prouve pour moi, au-delà de la récompense sportive, parce que c'est de la popularité plus que du sportif, ces récompenses-là, ça prouve l'importance qu'a pris Metz Handball dans le regard des supporters de hand d'une manière générale, au-delà de Metz. Il y a quelques temps, Metz Handball avait peut-être du mal à gagner ces concours-là, ces sondages-là, et finalement là, Metz est en train de truster tout, parce que là, Atadou, elle l'a gagné avec 60%, c'est quand même écrasant finalement, et ça en dit long sur la popularité qu'a pu acquérir Metz Handball au niveau du handball français en général. Après, c'est aussi lié à la médiatisation. On a peut-être envie de voir plus de clubs médiatisés, plus de clubs sous les projecteurs, plus de matchs soient visibles pour qu'on puisse se rendre compte qu'il y a des joueuses dans certains clubs qui sont un peu moins visibles, peut-être parfois des clubs de bas tableau qui crèvent aussi un petit peu l'écran et qui peuvent aussi mériter des récompenses. On n'y est pas, mais moi je suis un peu nostalgique des récompenses de fin de saison où on avait une joueuse par poste qui était nommée comme meilleure joueuse de l'année parce que ça récompensait un petit peu tout le monde. Là, on se retrouve avec une seule joueuse à la fin qui est la meilleure des meilleures des meilleures. J'aimerais bien avoir un classement comme il y avait il y a quelques années encore qui met en lumière 7 joueuses et encore il y avait 8 je crois parce qu'il y avait la meilleure défenseur en plus, donc pour moi c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus représentatif du championnat de France et de ce qui devient, parce que c'est un championnat qui est compétitif. Est-ce que tu es d'accord avec Mathieu, Laura, que c'était peut-être mieux avant d'avoir une joueuse par ligne ou en tout cas par poste? Je pense que ce serait intéressant de refaire ça vraiment pour un peu récompenser tout le monde, parce que je pense qu'aussi dans le classement des 3 meilleurs du mois, il y a peut-être les pénaltys qui sont pris en compte, beaucoup de choses qui sont prises en compte que certaines joueuses ne peuvent pas non plus proposer. Du coup, ce serait bien aussi de faire peut-être chaque poste. Ce serait intéressant. Parce qu'on a parlé d'Atadou contre Brest. Toi, contre Brest, tu as plutôt été aussi à ton avantage en deuxième mi-temps, en marquant de jolis buts et notamment en invectivant presque le public, en tout cas en montrant les joueuses du centre de formation. C'était pas les joueuses du centre de formation, c'était ma famille, parce que d'habitude ils viennent pas au match, mais parce qu'ils habitent en Guadeloupe, mais là ils étaient là. Du coup, c'était un peu pour elles que je jouais un peu plus que d'habitude. Voilà. Ok, c'est noté. En tout cas, Thomas, il y a peut-être aussi un sondage peut-être encore plus significatif que celui de la Ligue Butagaz Énergie. C'est celui du Républicain Lorrain, puisqu'Atadou a également été élue joueuse sportive de ce mois de mars face à Georges Mikotadze, meilleur buteur de Ligue 2 et joueur du FC Metz, et dans une moindre mesure Adina Diakonou, joueuse de Metz TT. Oui, mais comme disait Mathieu, il y a une réalité aussi qu'on ne peut pas cacher. L'année dernière, c'est vrai que Metz Handball était très peu décoré pour ses distinctions individuelles, alors que Metz Handball avait remporté tous ses matchs de saison régulière, dominé le championnat. Cette année, Atadou Sakho, elle coche toutes les cases pour remporter ce genre de distinction. Déjà le poste de gardienne, je pense que c'est le poste qu'on peut le plus facilement individualiser, même quand on n'est pas un expert du handball, qu'on a du mal à décrypter tous les schémas tactiques. La gardienne, c'est la gardienne. Forcément, elle est très visible quand elle réalise des arrêts. Au deuxième mi-temps où elle réalise un nombre d'arrêts largement supérieur à la moyenne d'arrêts de beaucoup de gardiennes sur un match du championnat sur un match. Donc déjà il y a ça, puis il y a ce côté un petit peu le show qu'elle fait. Voilà, quand elle réalise des arrêts, elle est exubérante sur le terrain, elle harangue le public, elle prend plus de place qu'elle n'en a vraiment dans le but quand elle est comme ça et qu'elle multiplie les arrêts à Atadou Sakho. Elle est dans un cercle de confiance dont moi personnellement j'ai du mal à voir la fin. Elle a réussi son arrivée à Metz, elle a réussi son retour de blessure, elle tire profit de l'arrivée de Camille Depuisé, elle a réalisé de bonnes performances en équipe de France pour ses premiers rassemblements. Quelques semaines avant sa première sélection, on se demandait mais quelle serait vraiment sa place en équipe de France, mais quand on voit ses prestations jusque-là, elle n'est même pas dans la discussion. Je dirais en ce moment, elle est parmi les 3 gardiennes s'il devait y avoir une sélection pour une compétition majeure à l'instant T. Et justement, j'ai posé la question à Rémi. Les Jeux Olympiques, c'est maintenant dans 15 mois. Il y a Laura Glauser qui a été laissée au repos sur l'un des matchs de l'équipe de France. Il y a toujours Cléopâtre Darleux qui a dû mettre fin à sa saison pour les raisons que l'on sait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'Atadou Sakho, elle peut réussir cette performance de s'immiscer dans le binôme ou le trio pour les Jeux Olympiques? Alors déjà, c'est une compétition qui se fait à une dimension très haute. Parce que là, on parle des 3 gardiennes
tu fais un top 10 des gardiens internationaux, les 3 ont peut-être leur place aujourd'hui. Ne surtout pas sous-estimer Cléopâtre Darleux, voilà, qui va revenir en forme, qui a un mental à toute épreuve et qui est une adversaire pour Metz à chaque fois redoutable. Ne pas sous-estimer Laura Glauser pour toutes les qualités qu'elle a et qui est une personne et une joueuse que personnellement j'adore. Et ne pas faire semblant de ne pas voir que Atadou Sakho est en train d'entrer dans ce cercle-là. Voilà, parce que les performances, elle ne les réalise pas simplement contre Chambray, avec tout le respect que j'ai pour ces clubs-là, et Plancu, qu'elle le fait dans des matchs de très haut niveau. Donc maintenant, si elle aide Metz Handball, elle l'a déjà fait contre Győr, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas contre Budapest et peut-être au Final Four. Bon, bah voilà, elle rentre dans cette compétition-là et elle marque des points. Et je suis complètement d'accord avec Thomas. On se posait cette question lorsqu'elle a décidé de jouer pour l'équipe de France. On se dit, ouais, mais est-ce qu'il y a la place pour elle ? On avait de vrais doutes parce qu'on se dit, il y a quand même de très bonnes gardiennes en France. Est-ce que Atadou Sakho sera capable de franchir ce petit cap qu'elle n'avait pas encore franchi ? Elle était une très bonne gardienne, elle avait progressé l'année passée, mais elle n'était encore pas dans ce gratin international. Elle l'est maintenant, donc elle peut largement se positionner pour les JO de Paris 2024 et les signes qu'envoie Olivier Krumbolz, ils sont complètement dans ce sens. Continuons à parler de l'équipe de France, puisqu'il y avait 2 matchs amicaux contre le Brésil. Le Brésil sans Bruna De Paula, c'est pas tout à fait le Brésil, même si finalement l'écart était plus serré qu'on pouvait le penser. Victoire 22-18 puis 23-18 à Limoges et Mouilleron le captif, célèbre pour avoir abrité un tournoi de tennis. Laura, as-tu regardé ces 2 matchs et qu'est-ce que tu as retenu de ces 2 matchs entre la France et le Brésil ? Oui, bien sûr, j'ai regardé les 2 matchs. Ce que j'ai retenu, c'est que ça se voit que le projet de jeu a changé en attaque. Du coup, je trouve qu'elles ont eu un peu plus de difficultés, surtout sur le premier match, et ça s'est vu. Sur le deuxième match, on a vu que là, c'était un peu plus rodé. Elles ont réussi à moins faire de montée de balle, mais plus d'attaques placées. Et je pense que elles sont sur le bon chemin pour enfin réussir à vraiment bien apprivoiser ce projet de jeu. Et je pense qu'en défense, c'est toujours aussi bien, c'est toujours assez costaud. Et je trouve qu'ils ont réussi à bien intégrer les jeunes joueuses et les nouvelles joueuses comme Sarah. Et Atadou qui se plaît très bien dans la défense. Et c'est bien, je pense que c'est très bien pour l'équipe de France. Et les Messines se sont illustrées, notamment les 2 gardiennes, mais aussi Chloé Valentini, certainement la plus régulière, 9 buts sur les 2 matchs, dont un 4 sur 5 sur le deuxième à Mouilleron le captif. Les Messines, elles sont toujours aussi efficaces, on va dire. Et c'est tant mieux, de toutes les manières. Et voilà. Chloé, c'est vrai que c'est ta partenaire à ton poste d'ailière gauche. Est-ce qu'elle t'impressionne par rapport à sa capacité à franchir, comme le disait Rémi, des caps ? Oui, Chloé, c'est un exemple parce qu'elle arrive à rester surtout très constante en fait. Elle a rarement de moments de mou et vraiment c'est un exemple parce que j'aimerais aussi réussir à rester aussi constante et je pense que il faut qu'elle continue comme ça et je pense que nos binômes fonctionnent comme ça. Quand elle est peut-être un peu moins bien, j'arrive à prendre le relais ou inversement et j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, et j'insiste vraiment sur le match contre Brest parce que justement Chloé était peut-être un tout petit peu moins bien et tu as pris le relais et permis notamment à Metz de s'imposer. Mathieu, c'est vrai que Sarah par contre a un petit peu moins joué que les autres Messines. Elle n'a pas du tout joué, elle n'était pas dans le groupe lors du deuxième match. Sur le premier, pas non plus exceptionnel. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est tant mieux pour Metz Handball. C'est tant mieux pour Metz Handball effectivement parce qu'il y a des échéances et il vaut mieux pas lui faire trop de mal. Et elle l'a dit elle-même, elle a beaucoup de choses à prouver avec cette équipe de France. Elle a attendu longtemps de pouvoir être convoquée, de pouvoir s'installer de manière un petit peu plus pérenne dans le groupe. Elle a encore beaucoup de choses à apprendre de ce collectif-là. Elle a beaucoup de choses à emmagasiner avec ce maillot bleu. On a dit il y a aussi le projet de jeu offensif qui est en train d'être revu. Il y a beaucoup de choses qui changent. C'est une équipe en plein mouvement parce qu'il y a toutes ces échéances qui arrivent. Et le fait qu'elle soit dans le groupe, qu'elle puisse travailler avec Olivier Krumbolz, avec toutes ces joueuses-là autour d'elle, ça peut que la faire progresser. Donc finalement, j'ai pas envie de limiter son expérience en bleu à juste, voilà, elle a fait un match avec un but et un deuxième match où elle n'a pas participé. Il y a aussi tous les entraînements avant, il y a aussi tout le cadre qui y a autour. C'est des choses dont elle apprend en permanence. On a vu à quelle vitesse, avec Metz Handball, elle avait su s'adapter, monter à un niveau assez incroyable. Et ben, ça va être pour moi la même chose en équipe de France. Elle emmagasine, elle apprend de chaque situation et c'est une joueuse sur laquelle l'équipe de France pourra compter pour l'avenir. Elle est encore très très jeune, donc ne pas s'attendre à ce qu'elle joue 40 minutes par match tout de suite, ce serait trop. Thomas, un petit mot pour terminer cette partie sur ce qui va attendre l'équipe de France au mois de juillet prochain, puisque Olivier Krumbolz a décidé d'être en opération presque commando à un an des Jeux Olympiques, avec 3 semaines de stage, ce qui fait que certaines joueuses auront très peu de vacances. Est-ce que c'est pas un peu trop, même si on sait que Olivier, voilà, c'est son dernier objectif, il veut certainement pas manquer les JO à la maison?
C'est vrai que c'est beaucoup. 3 semaines, c'est long. Stage à l'étranger, en plus, en Norvège. Mais l'enjeu, je dirais, en vaut la chandelle. Des Jeux Olympiques en France. On sera à 1 an des Jeux Olympiques. Il faut se donner toutes les chances. Olivier Crumbles a trop d'expérience et de connaissances du handball pour laisser des choses si importantes au hasard. Et donc, s'il y a un stage de 3 semaines, c'est pas que pour des raisons handballistiques, mais parce que voilà, il faut créer un esprit de corps aussi dans cette équipe. Il y a un jeu qui peut-être est en modification, mais on a affaire à certaines des joueuses qui sont parmi les meilleures du monde, mais plus important que ça encore, c'est la capacité de cette équipe à se dépasser, et là on fait appel à l'état d'esprit, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un stage si long. Alors oui, ça laissera peut-être relativement peu de temps de repos, de vacances à certaines joueuses. On verra comment la saison 2023-2024 se déroulera. Est-ce qu'il y aura des conséquences physiques, notamment sur ces vacances rétrécies? Mais ça avait déjà été le cas en 2021, avec les Jeux Olympiques qui avaient été reportés. Il y avait eu pour certaines joueuses relativement peu de vacances. On verra bien, en tout cas, si effectivement c'est la bonne solution pour l'équipe de France. On va parler maintenant, dans cette deuxième partie, du meilleur public de France, celui de Metz. N'en déplaise à celui de Brest, c'est la deuxième mi-temps. Rémi, tout de suite, je lance un petit pavé dans la main en comparant Metz et Brest. Honnêtement, Brest a un super public. Je veux te dire, même si cette équipe est un petit peu à la peine en ce moment, on ne peut pas leur regarder que l'ambiance qu'elles ont quand ça fonctionne, c'est quand même costaud, c'est quand même quelque chose la Brest Arena. Bah justement, la question du meilleur public pour toi, est-ce que c'est celui de Metz? Ils n'ont pas le meilleur coach, mais ils ont le meilleur public. Ils ont le meilleur public? Oui. Tu penses que le public de Brest est meilleur? Non, en termes d'ambiance pure. Il y a des progrès qui sont faits à Metz, mais je trouve que l'apport du public, en tout cas, est un petit peu plus fort du côté de Brest. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont m'en vouloir de dire ça à Metz, d'autant qu'il y a vraiment des choses qui se sont faites et c'est très positif. Mais pour moi, le public de Brest, c'est une arme redoutable. Et Metz Handball, on a déjà fait les frais. En tout cas, Metz Handball vit une saison de tous les records, que ça soit sur le plan sportif, et c'est sans doute l'une des raisons qui explique que sur le plan de la billetterie, ça marche aussi bien, puisque c'est vrai que cette saison, c'est tout simplement le record de l'affluence. Laura, entre 3200 et 3300 spectateurs de moyenne, c'est juste incroyable. Oui, mais je pense aussi que c'est dû à nos résultats. Je pense que depuis l'an dernier, on a fait un bon travail pour que on devienne de plus en plus attractif, qu'il y ait plus de monde. Et je pense que c'est en train de se prouver que ça servait vraiment à quelque chose. Et c'est tant mieux pour nous, parce que plus il y a de public, plus on a encore plus envie de donner satisfaction à tous les gens qui sont venus. Du coup, c'est tant mieux pour nous et pour eux aussi. Évidemment. Est-ce que tu le sens quand tu es sur le terrain, vraiment ce rôle du public qui peut intervenir? Mais déjà, dès qu'on rentre à l'échauffement, c'est déjà bien de voir du monde, ça nous fait plaisir. Et on a encore les souvenirs du temps Covid où il n'y avait pas beaucoup de public. Et là, sincèrement, qu'il y ait du public, la deuxième couronne qui est remplie, ça nous fait énormément de bien. Et surtout dans les moments un peu plus difficiles, on sent que le public est avec nous. Et je pense que c'est peut-être ce qui fait la différence dans les matchs un peu plus compliqués. Et Rémi, et c'est vrai que tu en as déjà un petit peu parlé, c'est vrai que l'été dernier, le club avait été un petit peu critiqué puisqu'il avait pris la décision d'augmenter les tarifs pour la première fois depuis très longtemps. On voit avec ces chiffres que finalement, il a eu tout bon. Et en plus, c'est vrai que le club, après les résultats déjà de la saison passée, était en droit d'augmenter ses tarifs. Ouais, mais ça, c'est un vaste sujet qui pourrait prendre des heures. Si on revient sur la question des tarifs, il y a eu l'avertissement du train aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, malgré la passion, malgré les engagements, il y a une réalité économique qui fait que tu ne peux pas payer et un abonnement et un potentiel déplacement si Final Four il y a, avec un déplacement à Brest. Donc à un moment donné, le public est aussi rattrapé malgré sa passion par des contraintes économiques. Malgré tout, est-ce que Metz Handball devait augmenter les tarifs d'abonnement? Il y avait une réalité sportive aussi. Tu ne peux pas être un club référent européen aujourd'hui avec les recettes d'il y a 15 ans. Malgré tous les nostalgiques qui sont dans les arènes, qui étaient là il y a 20 ans, avec des tarifs qui étaient ceux d'un club qui était très content quand il battait n'importe quelle équipe en Coupe d'Europe. On est dans une autre réalité. La réalité sportive de Metz Handball est une réalité sportive où les enjeux
Voilà, c'est des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Voilà, donc cette hausse des abonnements, elle a fait plaisir à personne. Elle était peut-être essentielle. Après, voilà, ce que j'ai dit sur le déplacement, ça reste un avertissement. Il faut aussi écouter le public qui vient au club depuis des années, qui n'était pas forcément le plus brillant. C'est peut-être un petit peu cela que je pense, parce qu'il y a deux franges très distinctes dans le public de Metz Handball. Il y a le public qui est là depuis 30 ans, qui est passionné de hand, qui connaît toutes les joueuses qui sont passées par là. Moi, j'ai fait partie de ce public-là. Et il y a le nouveau public qui est peut-être un petit peu plus jeune, peut-être qui fait un peu plus de bruit, qui garnit un petit peu plus le mur jaune aujourd'hui et qui fait énormément de bien à ce club. Et ce public-là est peut-être plus à même, voilà, aujourd'hui de faire tous les déplacements parce qu'ils ont l'énergie, parce qu'ils ont la volonté, parce que, voilà. En tout cas, il ne faut pas les opposer. Et moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est celui-là. Metz Handball reste un club familial, mais doit s'adapter à ses enjeux. Et l'équilibre, je trouve qu'il est très bien trouvé. Et la version la plus positive, c'est de voir que les arènes, elles restent garnies comme aujourd'hui. Voilà. Et que tout le monde, quel que soit le public, a été vraiment frustré de voir cette équipe devant des tribunes vides. Enfin, c'était le cas de toutes les équipes collectives pendant la crise sanitaire. Le handball, ça se vit comme ça. C'est vrai que Rémi, il y a de plus en plus d'aficionados autour de Metz Handball. C'est super. Et je pense à Laura, à Réjeanne Gossel, qui est toujours là pour encourager les joueuses de Metz Handball, et notamment Laura. Mathieu, mon petit Mathieu, j'avais une petite question par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a un rajeunissement de ce public de Metz Handball. C'est l'un des axes de communication aussi. On l'a vu lors du dernier match contre Brest avec les étudiants. C'est là où doit tendre le club. Oui, bah pour moi, Rémi l'a un petit peu amorcé, c'est-à-dire que le club est en train de renouveler un petit peu son public, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient là depuis très longtemps, qui peut-être sont ont pris un peu leur distance, parce que c'est normal que de venir pendant des années et des années aux arènes à chaque match, encourager, etc. Au bout d'un moment, forcément, on va perdre une partie des gens, et il faut que ce soit un public qui se renouvelle, qui ait un peu plus de jeunesse, qui ait des gens un petit peu différents, qui se retrouvent dans le handball et dans le sport, qui se rendent compte qu'à Metz, il y a une équipe sportive qui bat tous les records et qui gagne tout, et c'est important de venir l'encourager. Et effectivement, ces initiatives, faire venir des étudiants avec un tarif réduit, des avantages, créer une nouvelle zone pour les supporters, de manière à ce qu'il y ait un rassemblement qui se fasse, qu'il y ait du bruit, qu'il y ait des tambours, qu'il y ait plein de choses qui soient organisées, c'est extrêmement important, parce que le handball, comme l'a dit Rémi, ça se vit dans une salle qui vibre, et à Metz Handball, c'est parfois un petit peu compliqué. Enlever le micro de Thibaut Pigeon pendant quelques minutes, on se rend compte que le public baisse un petit peu en tension. Et aujourd'hui, il faut trouver des solutions pour que le public seul vibre de la première minute à la dernière minute. Et c'est pas encore le cas, et peut-être que ce sera jamais le cas, mais en tout cas, on trouve des solutions pour que les arènes soient vivantes, jaunes et bleues, qu'elles encouragent les Dragons pendant tous les matchs, et les encourager à l'extérieur, ça en fait aussi partie, et on voit que ça se démocratise de plus en plus de faire les déplacements, et tant mieux, parce que confronter le meilleur public de France à d'autres salles où il y a des publics qui sont chauds, c'est intéressant. Alors j'ai parlé du record d'affluence de cette saison. Le chiffre des abonnés, des abonnés, je ne sais pas comment le prendre, c'est 493. C'est vrai que quand on le prend comme ça de but en blanc, 493 abonnés, c'est pas forcément beaucoup. Est-ce que là aussi, Metz Handball doit essayer de progresser dans ce domaine, ou c'est déjà très bien pour toi, Thomas ? Question à 2 euros. Mon voisin, qui est à Metz depuis 1 an, quand il a découvert la ville, l'une de ses premières sorties, ça a été un match du Metz Handball. Ça a été le match contre le Rapide en Ligue des Champions. Donc là, ça a été extraordinaire. Expérience supporter, on appelle ça désormais expérience supporter, tout ça et tout, mais vraiment ce qui l'a impressionné aussi, c'est ce qu'il a vu sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a cette base de supporters présents depuis 30 ans, qui sont effectivement là parce que c'est du hand, parce que c'est Metz Handball. On a ces nouveaux supporters qui viennent, à la rigueur, ils viennent voir un match de handball, mais ça aurait pu être un club de basket, un match de basket, ça aurait été la même. Comment ces personnes-là, on les retient ? Eh bien, il n'y a pas de mystère. C'est l'exemple de mon voisin. C'est ce qu'ils vont voir sur le terrain. Ils voient qu'il y a du spectacle, qu'il y a de l'engagement, qu'il y a surtout un projet logique, il y a une cohérence dans ce projet-là. Et ce sont des gens qui viennent sans trop savoir ce qu'ils vont, sans trop savoir à quoi s'attendre. Et puis finalement, ce qu'ils voient, ça leur plaît. Ils ont envie d'approfondir leur connaissance. Et ça ne passe que par un projet
cohérent. Ensuite, effectivement, on se pose la question des tarifs. Et là encore, un abonnement, c'est sortir un gros chèque à 3 chiffres. C'est pas la même chose que d'acheter un billet à l'unité. Voilà, je suis pas sûr que mon voisin soit déjà mordu au point de prendre un abonnement. Lui, ce qui peut l'intéresser, ça va être les gros matchs, ça va être donc voilà, quelle formule trouve-t-on? On a vu que les clubs diversifiaient leur billetterie, on fait des packs sur les gros matchs, on fait des packs sur un mois spécifique, et je pense que le Metz Handball peut aussi venir à cela. C'est faire guichet fermé en Ligue des Champions, je dirais, c'est normal. En revanche, avoir 3000 spectateurs dans un match de championnat le mardi soir ou le mercredi soir contre un adversaire qui est moins clinquant, qui est moins brillant, c'est là que se trouve, à mon avis, le chantier, la principale préoccupation, et c'est là peut-être que les efforts de billetterie peuvent se faire. En tout cas, on sait tout maintenant sur ton voisin. Et oui, il s'appelle Thomas. Les supporters de Metz Handball en sont très contents. On passe tout de suite à la dernière partie de cette émission. Et Juliette aussi. Et Juliette. La conférence. Alors Laura, il te reste maintenant 2 petits mois avant de quitter Metz Handball. Dans quel état d'esprit es-tu? Je présume que tu as envie de tout casser avant de partir en Roumanie, au Rapid Bucarest, avec peut-être l'objectif de réaliser le fameux triplé dont tout le monde rêve. Oui. Oui, c'est un objectif, je pense, terminer sur une bonne note, essayer de tout gagner. Mais ces derniers mois, les mois qui vont arriver, non, je suis vraiment dans une optique d'essayer de profiter des derniers moments avec tout le monde, avec Manu, qui m'a beaucoup appris durant ces années. Et vraiment de tout donner au club. Vraiment, ils m'ont déjà tellement apporté. C'est grâce à Metz Handball que je suis devenue professionnelle. C'est grâce à Metz Handball que je suis devenue la joueuse que je suis à l'heure actuelle. Et c'est vraiment les remercier jusqu'au bout. Et c'est tout gagné, ce serait vraiment exceptionnel. Alors c'est un petit peu la séquence nostalgie émotion, ouais. Mais quel souvenir finalement, le meilleur souvenir que tu gardes pour le moment en tout cas de toutes tes années à Metz Handball, c'est le fait finalement d'avoir peut-être porté ce maillot-là avec Orlan? On m'a posé la question, en plus cette semaine, c'est une enfant qui m'a posé la question cette semaine. C'est bon, j'ai même une question qu'une enfant alors. Comme par hasard, non, mais elle m'a posé la question cette semaine parce qu'il y a une école qui est venue nous voir, et je dirais peut-être le Final Four. Le Final Four, d'avoir gagné notre dernier match, c'est le départ d'Orlan, c'est le départ de beaucoup de Méline, d'Astrid, et c'était du coup le dernier souvenir que j'ai avec elle, et ça m'a vraiment touchée parce que je me dis qu'avec elle on a pu faire tellement de choses, et j'aimerais encore faire beaucoup de choses avec celle qui reste encore à l'heure actuelle, et voilà, mes années ont été très 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 belles grâce à Orlan, grâce à tous ceux qui ont été avec moi. Waouh. Oh, je m'attendais pas. Non, mais je remercie Metz Handball en tout cas. Est-ce qu'on est prête à partir? Parce que quand on s'engage dans une carrière de sportif professionnel, dans un club collectif, on sait qu'à un moment donné, on va changer de club. Enfin, c'est presque inévitable. Hein. Les carrières dans un même club, c'est de plus en plus rare. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'au moment de tourner la page, on n'a pas envie de la tourner? Comment ça se passe? Même si le projet qui t'attend est un projet génial, tu vas dans un super club pour vivre quelque chose de sportif qui va être passionnant aussi. Mais est-ce que finalement, on est prêt à ça? Je ne sais pas si on est vraiment prêt à ça, mais après, on va dire qu'on n'a pas le choix. Mais je pense que partir, changer de club, c'est aussi garder tous les bons souvenirs qui sont passés au club et garder vraiment tout ce qui s'est passé dans un coin de notre tête. Et Metz Handball, pour moi, ça restera toujours le club de ma vie, l'un des clubs, le club qui m'a aidé à être qui je suis. Et je pense que c'est l'essentiel. Garder que du positif dans tout ce que j'ai vécu ici. Tous les moments que j'ai eus, toutes les personnes que j'ai rencontrées, Yacine et tout ça, et je pense que c'est l'essentiel. En plus, le meilleur, il va venir bientôt. C'est pas fini. Exactement. On l'espère. Mathieu,
Oui, alors je ne vais pas continuer à tirer sur la corde sensible, on va te laisser tranquille là. J'ai envie de te parler du Rapid justement. J'imagine que tu as suivi d'assez près la confrontation avec Crime en Ligue des Champions pour la qualification. C'est une histoire assez folle encore une fois. C'est le Rapid qui perd le match aller et qui, de retour à la maison avec ce public incroyable, on parlait du public de Metz Handball, le public du Rapid Bucarest, c'est quelque chose qui réussit à renverser la situation. Comment est-ce que tu l'as vu d'un œil extérieur cette confrontation? D'un œil extérieur, bon, j'étais pas sur le terrain, mais en tout cas j'étais avec Orlan et du coup elle vraiment était tellement sûre que le retour c'était pour elle, que vraiment l'ambiance au Rapid, parce que c'est vraiment une ambiance différente que celle qu'on connaît à Metz, qu'on connaît à Brest. C'est vraiment, je pense que c'est l'un des plus grands publics d'Europe. Vraiment, je pense à l'heure actuelle, il y a tellement de ferveur, c'est un public qui ne lâche rien. Et je pense qu'elle savait qu'en recevant leur match retour, du coup à domicile, ça allait tout changer, et je pense que c'est vraiment ce qui a fait la différence dans la tête des joueuses. Elles savaient, non, vous inquiétez pas, on arrive au retour, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Il faut rappeler que lors du match aller, il y avait un gros écart en faveur de Crime et que le Rapid a finalement gagné son ticket pour les quarts de finale pour un petit but. Exactement. Et si tu me permets, vas-y, je t'en prie, Mathieu. L'entraîneur de Crime, après la défaite, a pronostiqué pour le Final Four Bucarest, Győr et Metz. Est-ce que ça te va comme tirage? Ça me va. Ça me va totalement. En plus, si on peut encore vivre l'expérience ensemble, plus ou moins, même si on n'est pas dans les mêmes clubs, ce serait génial. Et l'affronter sur le terrain, est-ce que ça serait difficile? Vous savez que la première confrontation contre Orlan était assez difficile à gérer, parce qu'on est toujours de base on était toujours dans l'entraide, on va dire, pour que tu fasses mieux sur le terrain et tout. Et là, le fait de switcher en étant adversaire, c'était un peu difficile à appréhender, mais au fur et à mesure du match, et du coup on a eu notre opposition. Maintenant tout est réglé, chacun dans son coin, on va dire. Thomas. Justement, vis-à-vis d'Orlan, c'est la première fois réellement cette saison que tu étais séparé d'elle. Comment tu t'es positionné par rapport à ça? Est-ce que tu as ressenti comme une sorte de manque un peu au début de la saison? Peut-être pas de manque, mais en tout cas particulier. Orlan et moi, on habitait ensemble, du coup on faisait un peu tout ensemble. On a tout fait, on va dire, ensemble, à part je suis partie 6 mois à Stella Saint-Maur, mais du coup oui, c'était difficile, ça faisait bizarre de quitter la personne avec qui on a toujours été, avec qui on a toujours vécu du handball et fait tout ensemble. Une oreille attentive, une oreille qui a su me conseiller, mais c'est aussi, ça apprend à grandir, à faire d'autres expériences, et je pense que ça m'a aussi aidé peut-être à me développer. Voilà. Rémi, la toute dernière question. Moi j'avais une question sur la blessure de Bruna De Paula. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent quand une joueuse qui est capitale, si ce n'est la plus importante du collectif de Metz Handball actuellement, en tout cas celle qui fait la différence, quand elle se blesse, qu'on ne connaît pas son diagnostic, qu'est-ce qu'on se dit tout de suite? Est-ce qu'on pense forcément à la suite de la saison qui peut être très compliquée? Non, je pense que le premier, on pense déjà, est-ce que ça va? Est-ce que c'est très grave? Est-ce que ça va aller pour elle? Et après, on se dit, je pense que tout le monde est conscient que si c'est grave, on fera le taf, quoi qu'il en soit. On ne va pas se reposer parce qu'elle n'est pas là, on va se laisser aller. Non, quoi qu'il en soit, on va essayer de combler son manque, et voilà. Si c'est grave. Et fort heureusement, ce n'était pas très grave. Oui, ça semble bien se passer. Elle sera peut-être sur le terrain contre Paris, contre Celles-sur-Belle, mais elle sera, on l'espère, sur le terrain contre le FTC à la fin du mois. Merci beaucoup, Laura. En tout cas, nous, on a 2 mois pour encore profiter de toi. C'est toujours un réel plaisir. Merci à vous 3 d'être venus également sur ce plateau. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye. C'est bon.